raison du développement de la médecine fœtale, nous sommes de plus en plus fréquemment confrontés au dépistage ou au diagnostic des malformations congénitales. L'interprétation d'une malformation, sa compréhension et éventuellement les modalités de son traitement chirurgical dépendent de notre connaissance de l'embryologie normale de la région considérée. En outre, l'étude des malformations congénitales est le seul moyen qui nous permette, chez l'homme, de vérifier les données de l'embryologie expérimentale. La fécondation ou formation du zygote se déroule dans la portion ampulaire de la trompe utérine. La membrane pellucide de l'ovocyte, après pénétration du spermatozoïde, devient infranchissable pour d'autres spermatozoïdes. Le noyau de l'ovocyte termine alors sa deuxième division méiotique. Les deux pronucléus, mâle et femelle, se rapprochent, fusionnent et entreprennent la première division du zygote. La division du zygote permet d'atteindre le stade de 2 blastomères, 30 heures après la fécondation. Les divisions cellulaires successives aboutissent à la formation d'un amas cellulaire, la morula, au stade de 16 blastomères. Ces divisions cellulaires se font à volume constant, la morula ayant à peu près la même taille que l'ovule. Au 4e jour après la fécondation, il se forme, au sein de la masse cellulaire, une cavité. L'œuf est alors appelé blastocyste. Les cellules se différencient en une couche externe, le trophoblaste, qui deviendra le placenta et ses annexes, et une masse cellulaire interne, l'embryoblast, ou bouton embryonnaire, à partir de laquelle l'embryon se développera. À ce stade, la membrane pellucide disparaît. Pendant 2 jours, le blastocyste flotte librement dans la cavité utérine et, 6 jours après la fécondation, c'est la nidation. Le blastocyste adhère à l'épithélium endométrial. Le trophoblaste prolifère et se différencie en 2 couches, une interne, le cytotrophoblaste, et une externe, le syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste émet des évaginations qui érodent l'épithélium endométrial et infiltrent le chorion. Au 10e jour, l'œuf est implanté dans l'endomètre. L'implantation se fait normalement dans le tiers supérieur du corps utérin, sur la ligne médiane. Les anomalies de l'implantation sont essentiellement représentées par les implantations ectopiques, le plus souvent dans la trompe utérine. C'est la grossesse tubaire. Les cellules du bouton embryonnaire ou embryoblaste, au contact de la cavité du blastocyste, se différencient et deviennent plus aplaties, c'est l'antoblaste. Au sein du bouton embryonnaire, une nouvelle cavité se creuse, c'est la cavité amniotique. Le toit de la cavité amniotique est tapissé par les amnioblastes. Entre les 2 cavités ainsi formées, le disque embryonnaire est constitué par 2 couches de cellules, l'antoblaste vers la cavité du blastocyste, ou l'écytocèle primaire, et l'ectoblaste vers la cavité amniotique. Le mésenchyme primaire, premier état du mésoblaste extra-embryonnaire, apparaît dans le blastocyste. Il est constitué de cellules qui proviennent du cytotrophoblaste. Ces cellules sont étoilées
anastomosées les unes aux autres. Les premières cellules formées s'organisent en une nappe délicate, la membrane de Heuser, qui tapisse la surface interne de la cavité du blastocyste, hormis la région occupée par l'entoblaste. Progressivement, l'ensemble constitué par l'amnios, la plaque embryonnaire et la membrane de Heuser se décolle du cytotrophoblaste en formant un espace. Cet espace est occupé d'emblée par un réseau lâche de cellules du mésenchyme primaire. Le développement de l'entoblaste conduit à la constitution du lécytocèle secondaire avec un phénomène de striction du lécytocèle primaire. Le développement du mésenchyme extra-embryonnaire produit la formation du cellum externe. Ce qui persiste du lécytocèle primaire, bordé par la membrane de Heuser, forme un reliquat, le kyste exocélomique. Le kyste exocélomique peut parfois s'observer sur la plaque choriale du placenta sous forme d'un petit nodule blanchâtre, dur et fibreux, de quelques millimètres de diamètre. Dans la région caudale du lécytocèle secondaire apparaît une évagination dans le pédicule embryonnaire, le diverticule allantoïdien, de nature endoblastique. Les villosités choriales apparaissent à ce stade. Le cytotrophoblaste prolifère et constitue des bourgeons cellulaires qui se creusent secondairement d'un axe mésenchymateux issu du cellum extra-embryonnaire. Ces villosités délimitent un espace dans lequel circule le sang maternel, c'est la chambre intervilleuse. Au 14e jour, au pôle céphalique du disque embryonnaire et sur une surface circulaire limitée, les cellules endodermiques deviennent cylindriques. Elles constituent la membrane oropharyngée. Dans cette zone, les cellules endodermiques et ectodermiques vont rester très adhérentes les unes aux autres. Au pôle caudal de l'embryon, la membrane cloacale présente les mêmes caractéristiques, empêchant ensuite toute migration de mésoderme. Ces deux structures resteront didermiques. La gastrulation est l'étape au cours de laquelle le disque embryonnaire didermique devient un embryon tridermique ou gastrula. C'est la période des 3e semaine, 3 couches cellulaires, 3 structures importantes, la ligne primitive, la corde et le tube neural. La ligne primitive. Au 15e jour, une fine structure linéaire ectoblastique se dessine à la partie caudale et médiane du disque embryonnaire. Son extrémité crâniale présente une petite dépression appelée nœud de Hansen. Des cellules ectoblastiques se multiplient sur les berges de cette ligne primitive, puis s'invaginent, perdent leur connexion et se dirigent latéralement et en avant entre ectoblaste et entoblaste pour former le mésoblaste intra-embryonnaire qui donnera ensuite le mésoderme. Sur les bords du disque embryonnaire, ce mésoblaste intra-embryonnaire entre en contact avec le mésoblaste extra-embryonnaire. La ligne primitive régresse ensuite. Des reliquats de la ligne primitive peuvent cependant persister. Le tératome sacrococcygien a pour origine ces reliquats de la ligne primitive. La corde dorsale. Au 16e jour, à partir du nœud de Hansen, des cellules mésoblastiques migrent sur la ligne médiane en direction crâniale. Elles forment un cordon plein entre ectoblaste et entoblaste appelé prolongement céphalique. Ce cordon se creuse ensuite pour former une structure tubulaire, le canal cordal. Ce canal cordal se développe jusqu'à la membrane oropharyngée,
Des cellules de la partie ventrale du canal caudal se soudent aux cellules endoblastiques, puis ces éléments dégénèrent, permettant d'une part la communication entre les cytocèles et cavité amniotique par le canal neurentérique, et d'autre part la formation d'une gouttière. Cette gouttière se referme rapidement, constituant la corde qui définit l'axe de l'embryon. La corde induit la formation de la plaque neurale. C'est autour de la corde que va se former la colonne vertébrale. Cette structure persistera pour former le nucleus pulposus des disques intervertébraux. La neurulation est l'événement majeur de la fin de la 3e semaine. La notocorde induit la différenciation de l'ectoderme ou ectoblaste sous-jacent en plaque neurale. La plaque neurale s'étend d'une de Hensen à la membrane oropharyngée. Elle se creuse ensuite pour former la gouttière neurale. Les berges de la gouttière neurale constituent les crêtes neurales et, en même temps que débute la fermeture de la gouttière neurale, les cellules issues des crêtes neurales migrent dans le mésoderme. Ces cellules des crêtes neurales donnent naissance à de nombreuses structures: ganglions spinaux, ganglions sympathiques et parasympathiques, cellules de Schwann, méninges, mélanocytes, médullosurrénales et la plus grande partie des structures mésenchymateuses de la face. La fermeture de la gouttière neurale débute à sa partie moyenne et s'étend vers les extrémités crâniales et caudales pour ne laisser persister que les deux neuropores, antérieurs et postérieurs, qui ne se fermeront qu'ultérieurement. Différentes malformations sont dues à une perturbation de la fermeture de la gouttière neurale. L'absence totale de fermeture constitue un crânio-rachis-schisis. L'absence de fermeture du neuropore antérieur est responsable de l'anencéphalie. L'absence de fermeture du neuropore postérieur donne un spina bifida. Pendant la fermeture de la gouttière neurale, le mésoderme intra-embryonnaire prolifère. De part et d'autre de la ligne médiane, il forme le mésoderme paraaxial. Ce mésoderme paraaxial se prolonge latéralement par le mésoderme intermédiaire, qui s'affine ensuite en mésoderme latéral. Le mésoderme latéral se dédouble pour limiter le cellum interne, ébauche des cavités de l'organisme, péritoine, plèvre et péricarde. À la fin de la 3e semaine, le mésoderme paraaxial se segmente pour former les somites. Cette segmentation débute dans la région crâniale. L'air cardiaque occupe alors une position crâniale en avant de la membrane oropharyngée. Dans cette aire se forment les deux tubes cardiaques qui vont ensuite fusionner. Cette ébauche cardiaque commence à battre à la fin de la 3e semaine et le sang circule dans le système vasculaire primitif. Un des événements majeurs du début de cette période est la délimitation de l'embryon, c'est-à-dire le passage d'un disque tridermique à un embryon sensiblement cylindrique. 3 applicatures permettent cette délimitation dans un plan transversal, c'est l'applicature transversale, et dans un plan longitudinal, ce sont les applicatures crâniales et caudales. L'applicature transversale. L'enroulement des bords latéraux du disque embryonnaire incorpore une partie du lécytocèle qui deviendra l'intestin moyen. Les bords du disque se regroupent autour du lécytocèle ainsi pincé, l'ensemble constituant l'ébauche du cordon ombilical. L'applicature crâniale. La croissance des structures encéphaliques primitives dans la région crâniale amène la membrane oropharyngée et l'ébauche cardiaque en position ventrale. Ce mouvement incorpore également dans l'embryon une partie du lécytocèle qui deviendra l'intestin antérieur. L'applicature caudale est un peu plus tardive. Elle permet aussi l'incorporation d'une partie du lécytocèle qui formera l'intestin postérieur. Le diverticule allantoïdien est partiellement incorporé à l'embryon
Il participera à la formation de la vessie. En même temps que se termine la délimitation de l'embryon et que les somites apparaissent successivement, le premier et le deuxième arc branchial se développent à l'extrémité crâniale. Le premier arc se divise en un arc maxillaire et un arc mandibulaire. Le deuxième arc est l'arc hyoïdien. Au 28e jour, 4 paires d'arcs branchiaux sont présents et les ébauches des membres se dessinent, celles des membres supérieurs étant plus précoces que celles des membres inférieurs. Les placodes otiques et les placodes optiques apparaissent aussi, ces dernières étant mieux visibles en raison de leur pigmentation. La 5e semaine est marquée par la croissance de l'extrémité céphalique qui est fléchie. La face est presque au contact de l'aire cardiaque proéminente. Les différents segments des membres se différencient. Au cours de la 6e semaine, cette différenciation des segments des membres se poursuit et les sillons interdigitaux se dessinent, d'abord aux membres supérieurs. L'extrémité céphalique volumineuse et fléchie recouvre l'aire cardiaque. Le sillon entre les premiers et deuxième arcs branchiaux délimite en arrière le méa acoustique externe. Pendant la 7e semaine, une petite portion de l'intestin est incluse dans le cellum extra-embryonnaire, dans le segment proximal du cordon ombilical. C'est la hernie ombilicale physiologique. La tête s'arrondit et se redresse. À la 8e semaine, le cellum extra-embryonnaire a disparu. Les différents segments des membres sont bien apparents, l'appendice caudal a régressé, la tête est large, redressée, et l'embryon a véritablement un aspect trisomie 21. Le phénotype est en fait assez variable, et l'identification de la trisomie 21 est parfois difficile. Les principaux critères du diagnostic fœtopathologique sont la dysmorphie faciale, qui associe une brachycéphalie, une face plate, des fentes palpébrales obliques en haut et en dehors, un épicanthus, une langue protuse et une nuque épaisse.